Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tous. Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue et on vous rappelle que nous sommes dans une formation Python Django de 0 à Hero. Nous sommes sur le module 1, Introduction à Python. On a déjà vu pas mal de vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons voir la vidéo 4 de ce module qui est consacrée aux conditions et boucles en Python. On va voir la structure conditionnelle if, la structure conditionnelle if-else, la boucle while et la boucle for. Et pour finir, on va faire un jeu pour comprendre tout ce on va voir dans les 4 points. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, je vais ouvrir le idle qui va nous permettre de tester certaines choses très rapidement. Avant de faire le jeu avec le terminal, je vais ouvrir d'abord idle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un interpréteur Python qui est venu au moment que vous installez Python. Dès que vous installez Python sur votre machine, vous avez idle. Alors, pour voir la structure conditionnelle, c'est simple. La syntaxe pour cette structure conditionnelle, je vais essayer de l'écrire dans ce fichier que je vais agrandir un peu. D'abord, une structure conditionnelle, c'est quoi? Une structure conditionnelle, c'est soit ça, soit l'autre. Donc, en algorithmique, c'est ça. Si, condition. Alors, on fait les instructions. On fait les instructions. Et on finit par fin si. Pardon, fin si comme ça. Ça, c'est en algorithmique. Donc là, il faut qu'on comprenne bien. Ça veut dire, si la condition est vraie, on va exécuter ce morceau de code. Mais si la condition n'est pas vraie, on ne va pas exécuter cela. Donc ça veut dire quoi? Ici, on s'occupe d'un cas et pas de son contraire. Alors en Python, ça donne quoi? En Python, ça donne ça. Je vais enregistrer en Python, comme ça va nous aider. Je vais lui donner un nom. Je vais mettre ça directement dans un document, par exemple. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler vidéo 1-5, par exemple, point py. Et j'enregistre. Donc je vais d'abord commenter cela. Comme ça, et je vais fermer en bas ici. Là, c'est l'algorithmique. Maintenant, on va faire ça en Python. En Python, ça donne quoi? À Python, si c'est if. Donc, on fait if, la condition. Ici, on n'a pas besoin de parenthèses. Mais pour des questions de lisibilité, on peut bien les utiliser. Et donc, on va mettre ici, passe. Donc, attention. Là où j'ai mis passe, ça veut dire qu'on peut mettre les conditions qu'on veut. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on va tester ça. Quand je vais ouvrir idle, je vais avoir une variable, par exemple âge. Je vais demander à un utilisateur, je vais dire input, int d'abord, et puis input. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? La fonction int, ça permet de convertir un entier, ou bien un texte, un string, en un entier. Et la fonction input, on l'a déjà vu à notre précédente vidéo, elle permet ici, elle permet de convertir, de demander à un utilisateur de saisir quelque chose. Je veux dire ici, quel est votre âge? Ou bien, quel âge avez-vous? Bon, excusez-moi pour les accents. Quel âge avez-vous comme ça? On demande à un utilisateur, il va saisir. Quand il va saisir, on va récupérer dans H. Alors,
Je vais dire par exemple 25. Là, si je tape âge, vous allez voir que ça va m'afficher 25. Et si je fais type, vous voyez le type de âge. Tout ça, on a déjà vu la dernière fois. Ça m'affiche int. Maintenant, je peux travailler sur l'âge. Je peux dire à l'utilisateur, par exemple, if âge est supérieur ou égal à 16. C'est-à-dire, si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 16, je vais afficher un message. Je vais dire print et j'affiche majeur, par exemple. Voilà, c'est tout. Voilà, et là, ça affiche majeur parce qu'effectivement, l'âge est supérieur à l'autre. Donc, voici notre structure. Donc, nous avons if. Et ça, c'est la condition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, c'est ici la condition. On vérifie la condition. Est-ce que la condition là est vraie? Notre âge, c'est 25, n'est-ce pas? Est-ce que 25 est supérieur ou égal à 16? Si la réponse est oui, on affiche ce texte. Si la réponse n'est pas oui, on n'affiche pas. Je vais taper une autre instruction comme ça, vous allez voir. Si je fais if âge est égal à 16. Si l'âge est égal à 16, qu'est-ce qu'on fait? On met ici print majeur en Côte d'Ivoire. Et je ferme et je valide. Vous allez voir, quand j'ai validé, il n'a rien affiché. Mais c'est normal. Parce que l'âge n'est pas égal à 16. Si je fais aussi comme ça, if âge, est inférieur à 16. Et que je fais print. Double code, je mets ici gamin dans tous les pays. Dans tous les pays. Et que je mets entrée. Là aussi, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la structure si condition, alors instruction. Donc on va continuer. Cette fois-ci, on va voir une autre structure. Je vais faire d'abord commentaire. Voilà, et je vais mettre au milieu et je vais faire la structure là. Cette fois-ci, c'est quoi? Ça veut dire on veut faire un cas et on veut s'occuper aussi de son contraire. Par exemple, je fais ici si condition. Ça veut dire si la condition là est vraie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais les instructions. Maintenant, sinon, ça veut dire dans le cas contraire, ça veut dire la condition est fausse, je fais ça. Voilà, et puis on met ici fin si. Voilà ça. Ça, c'est la structure si, condition alors, sinon. Donc, comment on fait ça? En Python, c'est ça. En Python, c'est if condition, deux points, et bien ici passe, else, deux points, passe. Passe, c'est un mot clé en Python qui veut dire passer comme on est en train de faire là. Il n'y a rien à afficher, passer. Donc on fait ça comme ça juste pour conserver, pour en attendant faire autre chose et revenir d'ici quoi. Donc vous voyez, la syntaxe elle est simple. Ouais, comme on a dit la dernière fois, la syntaxe de Python, c'est l'un de ses points forts. Donc sans plus tarder, on va revenir sur idle. On va travailler avec notre variable là toujours. Cette fois-ci, on va faire par exemple, on va dire if l'âge est supérieur ou égal à 16. Là, on va afficher printf majeur. Vous voyez, avant, on s'en fout. On s'en fout de ce qui se passe si la condition n'est pas vraie, n'est-ce pas? Mais maintenant, si la condition est vraie, ça nous intéresse. Donc, dans la réalité, souvent, dans la vie, c'est que dans
la vraie vie ou bien la vie active, souvent c'est comme ça. On a un cas et on doit s'occuper aussi de son contraire. Ça veut dire, si la réunion commence à 18h, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le cas contraire aussi, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez ici, on peut travailler d'un cas à son contraire. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire en sorte que c'est le contraire là qui soit vrai. Par exemple, si je fais âge est inférieur ou égal à 18, égal à 16, pardon. Bon, je vais faire 17. Là, je fais printf linéaire. Pardon, il n'y a pas de point virgule ici. Else, printf, print majeur. Et là, vous allez voir, quand je vais valider deux fois, il me dit majeur. Ça veut dire, ça, c'est le if n'est pas. On est rentré dans le else ou dans le si, non? Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous avons comme structure répétitive. Pardon, pas structure répétitive, mais plutôt structure alternative. Il y a aussi un autre cas. Ça veut dire que nous avons un cas, nous avons un autre cas, nous avons un autre cas, nous avons un cas. S'il y en a beaucoup là, je vais par exemple faire note. Supposons la note de la personne c'est 12.0. Là, si je fais type note, ça affiche quoi? Ça affiche float. Je vais travailler avec ça. Je vais dire if note est égal à 12. Je vais mettre ici print assez bien. C'est juste un exemple bête quoi. Vous allez voir. Mais j'ai aussi besoin de savoir si la note. Ça c'est if, on fait ça comme ça. Si la note est égale à 11. Cette fois-ci, je vais afficher quoi? Passable. Donc ça veut dire on peut avoir comme ça plusieurs. Sinon si, je peux avoir avec. Sinon si la note est égale à 10, vous voyez, je vais dire ici printf moyen par exemple. Et puis maintenant dans le cas contraire, je vais dire else, ça veut dire sinon, si c'est pas dans un autre cas, je vais dire ici printf lisez vos cours. Vous voyez, quand je vais taper entrée, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit ici assez bien parce que la note est égale à 12 et donc les autres cas ne sont pas faits. Donc ça aussi on peut faire. On appelle ça les structures imbriquées. Il y en a beaucoup, mais dans d'autres langages nous avons les switch qui fait ça, switch les câbles à l'RD. Mais en Python, à ma connaissance, il n'y a pas encore ça. On va utiliser seulement, si vous avez plusieurs câbles, vous allez seulement gérer avec les else, if, elif, elif, elif. On passe, cette fois-ci on va passer aux boucles. Les boucles, il y en a d'abord la boucle while. La boucle while, ça veut dire quoi? Si je fais while, bon, je vais d'abord faire ça en algorithmique. La boucle while, comment ça se passe? La boucle while, c'est ça. C'est répéter tant que, non, pas ça. C'est tant que condition faire. C'est ça la boucle while. Donc, tant que, non, pas ça. Répéter. Non, c'est ça même. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Tant que condition faire. Tape entrée, on décale, on met nos instructions. Là, on finit par fin, tant que. Voilà, ça veut dire tant que la condition là est vraie, on fait, jusqu'à ce que la condition là soit fausse. Et donc en Python, nous avons la boucle while. Comment ça se passe? On fait while. Voilà, on fait la condition. Ça veut dire tant que la condition là est vraie, on exécute. Ça, c'est la boucle while. Ça arrive souvent, par exemple, on veut répéter une fois quelque chose. On veut, par exemple, tant qu'on détecte quelque chose, on affiche quelque chose. Ça arrive souvent. Quoi. Et donc, on va l'utiliser pour faire un exemple simple comme ça.
Et il faut faire attention avec les boucles. Quand on a les boucles, il faut toujours penser à un mécanisme pour l'arrêter. Sinon, on va rentrer dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Je vais avoir par exemple une variable compteur. Compteur, c'est juste un entier. Je peux l'initialiser à 100. Et je vais dire ici tant que mon compteur est supérieur à 0, je vais afficher un message printf compteur par exemple. Compteur est égal à virgule compteur. Ça veut dire tant que le compteur est supérieur à 0, et là il faut qu'on ait quelque chose ici. On a ce qu'on appelle compteur moins égal à 1. Ça c'est ce qu'on appelle la décrémentation. Ou encore compteur égal à compteur moins 1. Les deux écritures là sont identiques. Voilà. Là, quand je vais taper, ça veut dire quoi? Il vérifie d'abord compteur c'est 100, n'est-ce pas? Il vient ici, il vérifie. Est-ce que compteur est supérieur à 0? Oui. Il va afficher compteur. Après, il va décrémenter. Ça veut dire à compteur, on affecte compteur moyen, on diminue moins 1. On revient jusqu'à ce que compteur soit inférieur à 0. Et là, maintenant, il quitte. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'arrêter la boucle. Donc, si je tape entrée ici, que je tape encore entrée, vous allez voir, il a affiché combien de fois? Il a affiché ici, compteur égal à 100, compteur égal à 99, jusqu'à compteur égal à 1. Parce que après, compteur sera égal à 0. On a dit, il faut que ce soit supérieur à 0 pour afficher. Donc voilà la boucle while. On peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. On peut calculer fonction factorielle. On peut afficher un message. Par exemple, je ne vais pas bavarder 1000 fois, ainsi de suite. On va voir maintenant l'autre boucle. Ça, c'est la boucle. Ici, il y a deux façons de faire. On appelle ça la boucle for. Ou encore la boucle répétée. Les gens appellent ça comme ça dans d'autres langues algo. Alors, comment ça se passe? La syntaxe, c'est quoi? J'ai fait ici répéter quel que soit. Je parle du symbole de quel que soit. Je vais mettre ici quel que soit. Je vais mettre i, quel que soit i. Élément, je vais mettre e appartenant à cet intervalle, pardon, allant de 1 à n par exemple. Bon, ça c'est pour dire quel que soit. Et là, on va faire ici, répéter, on répète. Et puis on a ici, fin, répéter. Alors, celle-ci, il y a plusieurs façons de la faire. En Python, il y a une seule façon, c'est plutôt dans d'autres langages. Donc, nous, on va faire ça. C'est la boucle for. C'est for, item, in, list, par exemple. Non, item, in, item avec S, 2 points. Et ici, on va mettre passe. Alors, c'est quoi? Cette boucle, c'est-à-dire on parcourt d'élément à élément. Ça, on travaille souvent avec les listes. Et donc, regardez dans notre exemple ce qu'on va faire. Je vais revenir dans idle. Alors, je vais créer une variable. Je vais, par exemple, lui dire liste. Bon, je vais l'appeler mes fruits. Ça, c'est une liste. J'ai ici banane. Ensuite, j'ai mangue. J'ai ici, comment on appelle ça? Pomme. J'ai encore quoi? J'ai ici goyave. Voilà. Donc là, c'est ma liste. Maintenant, je vais afficher chaque élément de la liste. Pour l'afficher, il y a une fonction qu'on n'a pas vue. Cette fonction s'appelle range. Par exemple, si je fais range de 1 à 10 et je ferme. Range, c'est quoi? Range, c'est une fonction qui permet de parcourir quelque chose.
Si je fais ici for, je mets par exemple fruit, in, range, et je passe ici mes fruits, et que je ferme 2 points, et que j'affiche par exemple printf fruit. Si j'affiche la variable fruit, ici là j'ai une variable. À chaque fois, il prend un fruit dans cette liste et il affiche ça, ainsi de suite. Si je valide, vous allez voir, attention, 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 attention. J'ai fait une erreur ici, c'est pas comme ça qu'on affiche. On devrait afficher ça, je vais l'appeler item, comme ça. Attention, je vais le rappeler. Pardonnez. On dit liste ne peut pas être utilisée comme for. Je vais dire plutôt for item in range mes fruits 2 points. Pour afficher, c'est pas le item, mais c'est plutôt print. Ah non, le problème c'est pas ici. Le problème c'est plutôt ça. Il faut la fonction là, il faut lui passer len. Len, ça veut dire il faut lui passer la taille des mes listes. C'est ça le problème. Et là, on va faire print item. Voilà, je me rappelle. Voilà ça. Donc, item ici, quand on fait ici, on parcourt la liste là, on trouve les indices quoi. Et par rapport à les indices, on veut afficher les éléments. Si on veut afficher les éléments, regardez comment j'ai fait. J'ai fait for item in range len. Len, on l'a déjà vu, ça retourne la taille de la liste. 2 points. Là, je vais faire print. Si je vais afficher, je vais m'afficher mes listes crochet des items. C'est comme ça. Là maintenant, vous allez voir qu'il va afficher les éléments un à un. Voilà. Il a affiché banane. Il a affiché, voilà. Voilà la boucle for. On peut utiliser la boucle for pour faire beaucoup de choses. Je peux faire comme ça. For item in range. Cette fonction elle est spéciale. On peut commencer de 1. On va s'arrêter à 1000. Virgule, on peut avancer de 2 par exemple. Ça c'est le pas. Je vais dire ici print et puis item. Vous voyez, vous allez voir ce que cela va afficher. Valider. Voilà, il a affiché de 1 jusqu'à 1000 en se déplaçant de 2. Donc le troisième argument qu'on met là, on appelle ça le pas. Si je remonte et puis vous allez voir. Il est très rapide, c'est ça ici. Voilà. Ça veut dire ça c'est le premier élément. On commence par combien? On commence par 1. Et comme vous voyez, effectivement, la liste ici c'est 1. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est la taille. On va s'arrêter à où? On va s'arrêter à 1000. Maintenant, ici c'est le pas. Le pas c'est quoi? Le pas, ça veut dire on va s'arrêter à, comment on appelle là? On va évoluer de combien? C'est-à-dire le premier élément, si le premier élément est 1, le second élément, il faut ajouter ça. Il faut ajouter à 1, 2. Vous allez voir que ça va être 3. C'est pour ça ici, vous voyez, on évolue de 2 jusqu'à la fin. Et vous voyez que comme on évolue de 2, le dernier ne peut pas être 1000. Parce que le dernier, on a commencé par 1. Donc le dernier, c'est 999. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre cours de ce jour. On va faire maintenant le jeu. Donc je vais ouvrir mon terminal. On va faire le jeu pour que vous compreniez tout ça. Je vais augmenter le terminal. CTRL plus et je fais CTRL L. Clear pour nettoyer. Donc je vais faire ici Vim. Je vais créer un dossier, un fichier. Je peux dire Vim et je vais l'appeler jeu2.py parce que nous avons déjà fait un jeu avant. Alors, le jeu sera simple. Je vais mettre ici, include jeu des mots mystères. Le jeu est simple. Donc, je vais faire ici. Il va y avoir une variable, par exemple, int. Mot mystère, non, c'est pas int. Nous ne sommes pas l'autre. Je vais mettre ici mot mystère comme ça est égal à
est égal à France. Donc ça veut dire quoi? Nous avons une variable qui contient le mot France. Comme un utilisateur vient taper France et un autre utilisateur vient deviner. Et s'il rate, on incrémente le compteur. On va avoir le nombre de fois qu'il a fait des tentatives pour trouver le mot. Donc après ça, je vais faire maintenant. J'ai un compteur, j'ai une variable pour compter quand il va rater là. Je dis ici compteur égal à 0 par exemple. Et je vais avoir une variable aussi continue. Continue par exemple est égal à true. Ça c'est un type de variable qu'on n'a pas vu. Alors là, on va essayer de faire, on va faire quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est la boucle répétée tant que ça avec Python. Il faut d'abord faire des gymnastiques pour trouver. Si je fais par exemple while true, donc while continue, donc ça veut dire tant que continue là est vrai. Tant que continue est vrai, qu'est-ce que je fais? Si continue est vrai, je vais maintenant faire le travail. Je vais dire ici, je vais dire par exemple, non, il me faut une autre variable ici, mot deviné quoi. Je vais appeler ça mot deviné. Est égal à, pour le moment, le mot deviné c'est vide. Donc, je vais dire ici mot deviné. Mot deviné est égal à input. Alors, on va demander à l'utilisateur de taper. Je vais dire par exemple quel est le mot mystère. Donc, la personne va taper, n'est-ce pas? Quand elle va taper, on va stocker ça dans notre variable mot deviné. Donc on va voir, on va faire la comparaison maintenant. On va faire if, ça veut dire est-ce que le mot deviné est égal à mot mystère. J'espère que j'ai bien écrit le nom de variable mot deviné, mot mystère. Si mot deviné est égal à mot mystère, on va mettre ici printf bravo, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, on va mettre ici printf. On va d'abord vérifier. On va mettre ici printf comme ça, raté, virgule, raté comme ça, et on va afficher combien de fois il a raté. Raté, compteur fois. Mais d'abord compteur là, il faudrait qu'on incrémente ça. Dès qu'il écrit le mot là pour la première fois, on doit dire ici à compteur, on l'affecte ici compteur plus 1, ça veut dire on incrémente ça. Donc s'il a raté, on va dire ici raté une fois, raté deux fois, raté trois fois. Maintenant s'il a trouvé, on va écrire bravo, vous avez, pardon, bravo, virgule, vous avez gagné un compteur fois. Voilà. Vous avez raté. On va afficher les compteurs comme ça jusqu'à. Maintenant, quand on vient en bas, on va dire ici, on va récupérer, on va une fois avoir une variable ici. Non, c'est bon. On peut même s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on complique. C'est-à-dire si la personne trouve le mot là. Si la personne trouve, on doit mettre continue là égal à force. Ça va nous permettre de quitter la boucle. Continue est égal à force. Parce que si continue est égal à force, ça veut dire ici, on ne va pas rentrer dans cette boucle. Dans le cas contraire, on va seulement continuer jusqu'à. Donc on va tester. J'enregistre. Et là, je fais ici Python G2 par exemple. Je vois si ça marche. Alors, il me dit ici que Python ne marche pas. Il faut que je tape Python 3. Ça, c'est parce que je suis sous Mac. Là, il me dit quel est le mot mystère. Parce qu'on sait que le mot mystère, c'est France, n'est-ce pas? Quel est le mot mystère? Si je mets ici
Franca. Et que je tape entrée. Il me dit quoi? Alors, ici, on a fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a écrit compteur n'est pas défini. Donc, je vais revenir sur le code. Je vais modifier ça rapidement. Il manque un P ici. C'est compteur avec P. Ça, c'est une erreur, ça. Donc, on enregistre et on reprend. Cette fois-ci, si je relance le mot écrit, je mets ici France sans le N. Il me dit non, raté une fois. Vous voyez, quel est le mot mystère? Il met encore France. Waouh, il me dit bravo, vous avez gagné en 2 tentatives parce que j'ai tapé 2 fois pour trouver. Vous voyez que ça marche. Je vais reprendre et je vais améliorer le jeu. Je vais permettre à ce que, au lieu que le mot mystère là soit égal à France, on va récupérer ça dans une variable. On ne va pas directement dire ça. On va récupérer. On va mettre d'abord vite. On va dire au premier joueur. Donc on va dire ici mot mystère. On va demander à l'utilisateur de saisir. On va dire input. Ça c'est pour dire l'utilisateur 1. Entrer le mot mystère. C'est comme c'est un jeu qui se joue à 2. Le premier utilisateur va taper le mot mystère et le second va deviner. Et donc j'enregistre. Bon, c'est juste une simulation. Là, si je valide, je suppose que je suis le premier jeu. Le premier jeu, on me demande d'entrer le mot mystère. Je vais dire ici Python. C'est Python qui est le mot mystère. Et maintenant, le second utilisateur va demander quel est le mot, en sachant que lui ne voit pas le premier mot. S'il écrit comme ça, Python, on dit non. S'il écrit comme ça, Python, on dit non. S'il écrit comme ça, Python. Quand un truc maintenant dit bravo, vous avez trouvé en 3 tentatives. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec Python, avec les instructions et avec les conditions. Je rappelle que les instructions et les conditions ont été à la base de la programmation. C'est les 2 éléments là qui forment même ce qu'on appelle la programmation, quoi. Ça veut dire en fonction de ce que la valeur d'une variable va donner, on peut exécuter quelque chose. Donc en réalité, c'est ça la programmation. Donc ça veut dire on veut parcourir de quelque chose et afficher, ainsi de suite. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons fait 30 minutes. J'espère que elle vous aura aidé dans votre voyage vers Python et que vous avez découvert quelque chose de très intéressant. On se revoit tout à l'heure pour la 5e et dernière vidéo du premier module Introduction à Python. Merci.